Super. Salut Alexandre, je suis ravi de te revoir dans ce podcast dédié aux personnes qui souhaitent perdre du gras. Je suis un spécialiste de perte de ventre pour les femmes. Je pense, je sais pas si on a besoin de se présenter ou je pense on se connaît déjà un peu. Bah, on a fait on a fait le dernier podcast ensemble, donc peut-être on peut dire aux personnes d'aller voir le podcast s'ils veulent une présentation. Peut-être que tu peux mettre le lien du premier podcast sur ceux qui l'ont pas vu. Exactement. Bah, le lien il sera sous la vidéo dans le descriptif si vous voulez voir le premier podcast. On a parlé de pas mal de choses, motivation, sport, on a parlé vraiment alimentation, des conseils concrets. Donc, je vous invite à aller voir là-dedans. Parce que là, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet et on va parler le gras de ventre. Le Ok. gras de ventre. Donc, perte de ventre, c'est un sujet qui revient beaucoup chez mes coachés, chez tes coachés. Et je pense, chez tes coachés femmes, c'est ce qui prédomine, je pense. Les miens, parce que c'est la plupart, c'est des hommes où le stock, c'est au niveau de bide et entre les cuisses. Mais déjà, est-ce que tu peux nous parler de s'il y a plusieurs types du gras de ventre qui dépasse? Est-ce qu'il y a des profils? Est-ce qu'il y a des spécificités, ou tout est pareil, tout on met tout dans le même lot? Je pense, ça mérite de clarifier cet aspect avant de commencer. Ok, c'est une bonne question ça. Effectivement, déjà, il y a plusieurs profils. Alors, je sais pas si le mot morphologie est le meilleur terme parce que déjà, je suis pas un expert de la sémantique là-dessus et il y a des débats sur les morphologies, morphotypes, etc. Mais Ouais, ce qui est moi clair, non plus, j'aime pas trop ces mots-là, tes morphologies, machin, à caser les gens, ouais. c'est que, en tout cas, il y a des répartitions des graisses qui sont différentes d'une personne à l'autre. On sait déjà que d'une manière générale, les hommes et les femmes ont des répartitions des graisses qui sont un peu différentes. Les hommes plutôt au niveau du ventre, les femmes plutôt autour des hanches, donc ventre, fesses, cuisses. On le sait aussi que d'une personne à l'autre, on va avoir une répartition des graisses qui va être différente. C'est-à-dire que même entre deux femmes, on a une répartition qui est différente. J'ai en tête cet exemple de différentes personnes qui vont faire une analyse DEXA, donc un DEXA scan pour connaître précisément leur La pourcentage de masse graisseuse. Et composition. on se rend compte que d'une personne à l'autre, il n'y a pas la même pourcentage de masse graisseuse dans les différentes parties du corps, que ce soit les membres, le tronc, etc. Donc on sait qu'il y a des différences là-dessus. Moi, honnêtement, quand je travaille avec mes clientes, je ne fais pas forcément de distinction suite à ça. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on sait que de toute façon, peu importe la répartition des graisses que tu vas avoir, pour perdre la graisse, la façon de la perdre est la même. C'est-à-dire que de toute façon, je ne peux pas choisir à quel endroit je vais perdre du gras, parce que la perte de graisse locale ne fonctionne pas. Donc, du coup, la méthode que je vais utiliser pour perdre du gras va être la même pour tout le monde, ce qui fait que peu importe ma répartition, déjà, ça ne change pas mon plan. Et ensuite, deuxièmement, toutes les personnes qui viennent me voir veulent perdre au niveau du ventre. C'est-à-dire que effectivement, j'ai certaines femmes qui vont vouloir perdre que au niveau du ventre. Il y en a d'autres qui vont vouloir perdre ventre et cuisses. Mais je n'ai jamais une femme qui vient me voir en me disant, moi, mon ventre, ça va, je veux perdre que les cuisses, par exemple. Donc, je me suis rendu compte que tout le monde voulait perdre du ventre, premièrement. Deuxièmement, le ventre, c'est la zone la plus difficile pour eux à perdre où ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que je sais que si on perd au niveau du ventre, on aura perdu ailleurs aussi. Et troisième élément que j'aime bien donner et expliquer, c'est que au niveau du ventre, il n'y a pas trop de fausses mesures parce que le ventre, c'est une zone où il y a très peu de masse musculaire. Alors oui, on va dire il y a la sangle abdominale, mais la sangle abdominale, c'est très fin. Vous avez jamais vu quelqu'un qui, au bout de 3 mois d'abdos, a gagné 5 centimètres À faire des d'épaisseur d'abdos. crunchs, ouais. Voilà, ça, on n'a pas, la sangle abdominale va se développer un petit peu. On peut avoir quelques centimètres qui sont gagnés. J'ai en tête sur l'excellent compte Instagram de Boxing Science pour ceux qui suivent la boxe et la préparation physique pour la boxe, où ils montraient chez leurs boxeurs pro à qui ils travaillent beaucoup le corps, donc le travail de gainage, de stabilisation du tronc, des augmentations un petit peu du tour de taille suite à cette densité musculaire au niveau transverse, abdominaux, obliques. Mais on est sur quelques centimètres, c'est léger. On peut pas Exactement. prendre. Donc du coup, ça permet de savoir que si je perds au niveau du ventre, je suis quasiment sûr d'avoir perdu que du gras parce que il n'y a pas beaucoup de données de muscles. Je ne peux pas prendre beaucoup de muscles et je ne peux pas perdre beaucoup de muscles à cet endroit-là. Alors que si je perds au niveau des fesses, bah, je peux avoir perdu du muscle. Et si je prends au niveau des fesses, peut-être que c'est pas du gras que j'ai pris, mais du muscle. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup, du coup, orienter mon travail au niveau du ventre parce que je sais que si on a perdu au niveau du ventre, on a perdu de On a manière perdu de partout. la Il y a des graisse. gagnants là-dessus. Il y a juste Exactement. un point qu'on peut relever aussi, c'est qu'au niveau du ventre, il faut faire attention à un point.
Il peut y avoir aussi, sans que ça soit lié à la graisse, le ventre qui peut se gonfler, notamment avec de l'inflammation au niveau euh, euh, digestif, hein, donc Intestinal. Mhm, mhm. voilà, intestin et, euh, euh, et estomac. Voilà, on peut avoir de l'inflammation à ce niveau-là qui peut aussi fausser un petit peu, c'est vrai. Mais hormis ce facteur-là, voilà, c'est le facteur que je trouve le plus intéressant. Est-ce que j'ai Ouais. répondu à la question? Ouais, tu as répondu justement. C'est ce que j'allais rajouter comme point. Tu l'avais pas mentionné, c'est vraiment les gens qui sont et ils ont une digestion un peu ou une flore intestinale irritable ou pas en bonne santé en tout cas. Il y a ça aussi qui pourrait avoir bah, en termes d'aspect que le ventre bah, dépasse et du coup on parle pas que de la graisse, on parle aussi du fait d'être un peu ballonné, un peu. Et du coup il y a les deux choses à prendre en compte. Et sinon, je suis complètement d'accord avec toi sur la graisse et surtout, ça, on ne triche pas en fait au niveau de ventre. Si tu perds au niveau de ventre, c'est que tu perds de gras et c'est rare d'avoir à part les gens qui sont un peu dopés, qui sont des abdos qui sortent un peu comme ça, ou certains morphotypes entre guillemets qui sont vraiment, mais chez les femmes et chez les personnes lambda, on trouve rarement des abdos de ce style. Ouais, Et je du crois coup, même hors personne dopée, je crois que moi, j'en ai jamais vu. Donc, je pense ouais, que, j'avoue ouais. que pour moi, c'est une façon de juger les gens dopés facilement et les repérer. C'est quand tu vois les abdos qui dépassent un peu et tu vois que voilà, voilà, c'est pas normal, quoi. C'est pas Ouais. normal. Du coup, ça m'amène à la deuxième question qui revient souvent chez mes coachés, avant en tout cas qu'ils soient coachés par moi, et je pense que ce serait certainement ton cas. C'est quel aliment fait brûler du graisse au niveau du ventre, Alexandre? Ah, alors ça tombe bien, parce que du coup, j'avais préparé l'aliment que j'avais envie de vous vendre aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'aliment qui fait brûler la graisse au niveau du ventre. C'est important de comprendre Dommage, que... dommage. Dommage. Vraiment une J'aimerais surprise. bien, hein. J'aimerais bien avoir un aliment magique à vous vendre et même à consommer, hein. Moi, c'est ce que je dis souvent c'est ce que je dis souvent à mes clientes quand elles me demandent qu'est-ce que je pense de tel aliment magique ou de tel complément ou de tel substitut. Et la réponse que je leur dis toujours, c'est si ça marchait, pourquoi je m'embêterais à vous... Pourquoi moi, déjà, je m'embêterais à faire autant de sport et à faire attention à ce que je mange et je m'embêterais pas non plus à vous enseigner ça. Je vous ferai acheter l'aliment en question et ça serait plus simple pour tout le monde. Donc, non, enfin, c'est important de comprendre que il n'y a pas d'aliment en soi qui fait grossir. Il n'y a aucun aliment en soi qui fait grossir. Il n'y a aucun aliment en soi qui fait maigrir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui va driver, ce qui va déclencher une prise de graisse, c'est simplement la balance énergétique, mon équilibre calorique. C'est Voilà, est-ce que j'apporte plus de calories que ce que j'en dépense sur la journée. Et du coup, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Par contre, il y a des aliments qui vont faciliter ce déficit plus que d'autres. C'est-à-dire que quand j'ai un aliment qui euh, me m'apporte très peu de calories pour la quantité mangée, bah, ça va être plus dur de dépasser mon total calorique et ça va être plus dur du coup d'être en excédent calorique et donc du coup de créer du gras. Donc il y a des aliments qui vont faciliter une perte de graisse. À l'inverse, les aliments opposés vont faciliter une prise de graisse, mais aussi du coup une prise de poids, une prise de masse pour les gens qui n'arrivent pas à prendre du poids. Donc ouais. c'est les deux faces d'une même pièce. Mais en soi, il n'y a pas d'aliment fait pour maigrir et d'aliment fait pour grossir par essence. Super. Et ça rejoint l'autre question qui revient souvent, c'est du coup, quel aliment, quand on cherche toujours la facilité ou qu'on ne connaît pas, c'est normal de ne pas connaître quand ce n'est pas notre domaine. Il y a aussi des gens qui cherchent dans l'autre pôle de sport, quel exercice fait maigrir. Du coup, il n'y a aucun exercice qui fait maigrir, il n'y a aucun exercice qui fait grossir, surtout pas les crunchs, encore une fois, au niveau du ventre. C'est tout dépend de justement comment on veut modeler notre corps. Le sport, il est là justement pour donner la forme à notre corps et pas pour et pas. Il y a un petit joker à ajouter, je pense, si on veut augmenter un peu la dépense énergétique. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est vraiment pas ça qui fait la différence. C'est pas le sport qui va venir, tu fais une grosse séance et c'est là où tu vas brûler le repas que tu as fait hier soir. Ouais, en fait, je suis totalement d'accord avec toi.
Déjà, ce qui est difficile à comprendre, et c'est normal, enfin, c'est un peu contre-intuitif, c'est qu'on se dit, mais attends, je fais des abdos, je sens que ça chauffe au niveau de mon ventre, donc on a envie de croire qu'on est en train de perdre au niveau du ventre. Et c'est Ouais, difficile de comprendre qu'en fait, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est deux systèmes différents, c'est deux pédales différentes. C'est comme dans la voiture, il y a la pédale d'embrayage et la pédale d'accélération, et c'est pas une pédale qui fait les deux. C'est, si j'appuie juste sur l'embrayage, j'avance pas. Si j'appuie juste sur l'accélération, mais que j'ai pas embrayé pour passer une vitesse, etc., j'avance pas non plus. Il faut les deux pour que ça fonctionne en fonction de ce que je veux. Et donc, vraiment comprendre que si mon but, c'est juste de perdre du poids, juste d'être en déficit calorique, toutes les activités ont le même résultat. Enfin, ou en tout cas, il y a des activités qui brûlent plus de calories que d'autres en fonction de l'intensité que je mets, du nombre de muscles qui sont utilisés, etc. Mais en soi, c'est comme pour les aliments, il n'y a pas d'une activité par essence. N'importe laquelle que je vais utiliser va me permettre de créer ce déficit calorique par l'activité physique. Donc quand je fais mes abdos, je suis pas en train de perdre au niveau du ventre, je suis juste en train de brûler des calories tout court. C'est tout. Mais pas spécialement au niveau du ventre. Juste je brûle des calories tout court. Et donc peu importe l'activité que je fais, je brûle des calories. Et ce qui est contre-intuitif, c'est que c'est moins bien de faire des abdos parce que bah, c'est moins fatigant, moins dur et je brûle moins de calories en faisant des abdos que d'aller courir par exemple. Parce que quand je vais courir, je vais brûler un peu plus de calories qu'en faisant juste des crunchs. Et donc du coup, si mon but c'est brûler des calories et que je veux créer mon déficit comme ça, bah, c'est mieux d'aller courir que faire juste des abdos. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse qu'il y a à comprendre, c'est que je ne veux pas simplement être en déficit calorique. Parce que si je suis juste en déficit calorique, je vais perdre du gras, mais je ne vais pas perdre que du gras. Je vais perdre aussi du muscle. Et donc, du coup, je ne vais peut-être pas avoir la silhouette que je veux. Donc, c'est là où, du coup, c'est intéressant de choisir un type d'exercice en particulier qui va m'aider à pas perdre juste du poids, mais à faire en sorte que je perde du gras et que je me muscle en même temps. Et cette activité-là, bah, c'est le renforcement musculaire. Parce que quand je fais du renforcement musculaire, qu'est-ce que j'obtiens? Vu que je muscle mon corps, si à côté je suis en déficit calorique, si ma balance elle est bonne et que je mange moins que ce que j'ai besoin, ou que je me dépense plus que ce que je mange au final, je vais du coup perdre du poids à la fin de la semaine, et ce poids perdu ne sera pas du muscle puisque je le travaille dans la semaine. Et là, j'arrive dans une bonne équation où du coup, j'enlève le gras, je gagne le muscle, donc je me tonifie, je me galbe, j'enlève le gras qui est devant, et j'ai un résultat qui me convient. Et troisième élément, et je pense qu'on aura tout résumé sur ça, le troisième élément, c'est euh, on surestime énormément les calories qu'on brûle en faisant du sport et on sous-estime énormément les calories qu'on ingère avec l'alimentation. Souvent, c'est ce que tu disais, nos clients nous disent, ah ben, j'ai fait telle séance de sport, du coup c'est bon, je peux aller manger McDo. Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, quand on fait une séance de sport, on brûle pas beaucoup de calories. On s'en rend pas compte, mais on brûle pas beaucoup de calories, beaucoup moins que ce qui est affiché sur vos montres et vos machines. Euh, En général, moi, en tout cas, la plupart de mes clientes font des séances de sport souvent de 30 à 45 minutes. Et sur 30 à moi 45 pareil. minutes, voilà, bah, sur 30 à 45 minutes, si elles brûlent déjà, en moyenne, elles vont brûler 150, 200 calories. Vraiment, si vous brûlez 400 calories, c'est que vraiment vous y êtes donné, ce qui est faisable, hein, mais c'est Mm. rare que les gens s'entraînent avec une telle intensité. Donc, souvent, vous allez plutôt brûler, allez, on va être gentil, 300 calories. Et 300 calories, c'est quoi en fait? C'est même pas deux bières. C'est même Grave. pas un burger. C'est-à-dire que du Ouais. coup, tu n'as pas brûlé tout le McDo, puisque tu n'as même pas brûlé le burger. Ouais, c'est Donc, peut-être 2 carrés de chocolat. ouais, Ouais. non, un peu plus. Un carré En de fait, chocolat, c'est 50 calories. mentalement, ça correspond à un effort énorme. Comme tu dis, c'est contre-intuitif, mais les coachés, les personnes qui cherchent à perdre du graisse, et pour elles, c'est tellement difficile de faire une séance de sport parce qu'on accorde beaucoup d'efforts, il faut souffrir dans la science pour, comment on dit, il y a une expression qui dit, il faut souffrir pour, Pour être belle, pour avoir des résultats. ouais, pour être belle, un truc comme ça, ouais. Pour avoir Ouais. du chocolat, il faut machin. Et du coup, on garde toujours cette liaison entre la souffrance et la difficulté et du coup, et maigrir. Du coup, vu que en faisant du sport, déjà, la plupart, ils se forcent à courir parce qu'ils n'aiment pas courir, ou ils font un sport parce qu'on nous a dit ce sport-là, il fait brûler des calories. Donc, on le fait même si on n'a pas envie. Ou même si on a mal quelque part. Donc, il y a un effort énorme par rapport à des résultats minimes. Et du coup, pour nous, on pense que, pour nous, pour les personnes en général, on pense que bah, cet effort-là est égal à autant de calories, alors que, désolé, c'est pas le cas. Et c'est pour ça, justement, je tiens à poser ces questions volontairement
pour encore répéter et redire avec d'autres mots, notamment, heu, que en fait, il faut répartir les efforts intelligemment, c'est important et quand on comprend ce qu'on fait, je pense que tu bien aussi la théorie, faire comprendre à tes coachés le fonctionnement et quitte à jouer cette, cette déception qu'on voit chez nos clients quand tu dis: «En fait, cette séance, tu as même pas fait brûler 500 calories, ni 600» parce qu'ils pensent que c'est ça. C'est à peine maximum, comme tu dis, si on est gentil, 300 calories et là, sinon tu restes toute la journée dans une salle et même, je suis même pas sûr que tu vas arriver à brûler autant de calories souhaitées. Mais ouais, je suis vraiment complètement d'accord avec toi. Ouais. C'est quelque En chose fait, qui mérite d'être, répété. ouais, c'est important vraiment de le comprendre. Et c'est comprendre que c'est tellement plus facile de manger moins de calories, donc de faire un bon choix sur ce que je vais manger et d'avoir un repas moins calorique. En fait, c'est tellement plus facile d'avoir un repas qui va me coûter 600 calories le repas plutôt que 1005, plutôt que d'aller se débrouiller pour aller brûler les je sais pas, 800, 900 calories manquants pour aller de 600 à 1005, quoi. Et ça demande tellement d'efforts que ça vaut pas le coup. Et ouais, si on faisait du sport toute la journée, ça pourrait sûrement marcher parce que on le voit avec les gens qui commencent à avoir une activité très physique, tu sais, les maçons, les gens à la poste qui sont en vélo, qui ont une grosse activité d'un coup. Normal. Je me rappelle, il y avait une vidéo il y a une vidéo sur YouTube de mince, comment il s'appelle l'explorateur suisse qui va dans le monde entier? Ah oui, je le vois, mais j'ai plus Je sais le pas son nom, il va me revenir, mais bon, où il disait en fait dans une vidéo que quand il allait en Antarctique et qu'il marchait, alors déjà il y a les températures qui étaient très basses, donc forcément ton métabolisme il travaille plus juste pour te maintenir chaud à température, et surtout il disait qu'il fallait, comme il faisait tellement froid, ils étaient obligés de marcher, je sais plus, 15 à 16 heures par jour, et il disait que du coup sur ces périodes-là, il mangeait, je sais plus, 15 000 calories par jour et il perdait encore du poids parce qu'il avait une dépense monstrueuse. Mais, mais personne ne fait ça. C'est-à-dire que nous, nos clients, nos clientes, elles ont 3-4 créneaux dans la semaine pour aller faire du sport de 30 à 90 minutes maximum. Le reste du temps, bah, elles sont assises. euh, c'est ça. donc, tu peux pas, en fait, tu peux pas avoir, tu peux pas espérer compenser ton alimentation quand tu as trop peu d'activité physique comme ça. Et donc, du coup, il vaut mieux réguler ton alimentation parce que sinon, tu seras juste déçu et tu comprendras pas pourquoi tu n'as pas de résultat. Ouais, justement, avant de conclure sur cette question, ça me fait penser à un de mes coachés qui était dans le bâtiment. Il était maçon, puis il est devenu entrepreneur. Et puis, tu grimpes un peu, il a 44 ans. Donc, avant, il était musclé, baraque, normal. En même temps, il était maçon. Et plus il a développé ses entreprises, du coup, il est devenu de plus en plus sédentaire. Et du coup, il continue à croire que il faut juste faire du sport pour... je dis, en fait, tu vois pas la différence entre est-ce que tu te vois revenir à faire de la maçonnerie, à marcher et ou tu préfères, c'est juste pour le faire comprendre, comme tu disais, que, il faut arrêter de se battre s'il veut bien, contre quelque chose que tu sais que ça va pas arriver, de reprendre, des journées de ouf où tu marches, de 8 heures du matin, en portant des charges lourdes jusqu'à 18 heures du soir et que tu es, entouré de ta famille, tu préfères plus apprécier le moment des vacances, des moments en famille, parce que, on avance dans l'âge, hein et faire quelques efforts sur la nourriture que l'inverse et le fait de croire que c'est l'inverse qui se produit, en fait, ça nous fait perdre énormément de temps et c'est l'acceptation aussi de dire: «Ah, j'ai pas envie de me priver, j'ai pas envie de» sauf que les gens, ils lient le fait de faire attention à l'alimentation et gérer ça à faire un régime strict et du coup, la question, est-ce qu'il faut manger peu pour maigrir? Parce que c'est ça qui traumatise aussi les gens quand on parle de l'alimentation. Est-ce qu'il faut manger peu pour maigrir, Alexandre? Ouais, c'est une transition parfaite parce que à ce stade-là de la réflexion, pour les personnes qui nous écoutent, si vous découvrez un peu ce message-là et que c'est un peu nouveau pour vous, vous en arrivez à ce constat de comprendre que ok, les calories de ce que je mange, je vais pas pouvoir les dépenser aussi facilement que ce que j'imagine. Ça peut être compliqué pour ça. Et donc, du coup, je vais pas brûler autant de calories que je veux. Et donc, c'est pour ça que je maigris pas, en fait. C'est que soit il faudrait que je fasse 3 ou 4 fois plus de sport, ce qui est souvent pas possible parce qu'on n'a pas le temps. Et même si on avait le temps, le risque, c'est de se blesser, d'être dégoûté, d'abandonner.
Donc, je dois manger moins de calories. Et le problème qui est difficile pour la plupart des gens, c'est j'ai pas envie de manger moins de calories parce que j'ai pas envie de manger peu en quantité et j'ai pas envie d'arrêter de me faire plaisir. Et c'est ça qui pose problème pour les gens. Donc, comment on résout ça? Eh ben, déjà, la première réponse qui répond à ta question, effectivement, c'est j'ai pas besoin de manger peu en termes de quantité. Parce que, en fait, il faut dissocier les calories du volume alimentaire. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Pour le comprendre de manière hyper simple, j'adore l'analogie à l'argent, parce que c'est vraiment pareil. Quand vous avez votre argent dans votre porte-monnaie, vous avez peut-être, allez, on va prendre l'exemple le plus grand écart, vous pouvez avoir dans votre porte-monnaie un billet de 5 euros et un billet de 500 euros. Et les deux billets dans votre porte-monnaie, ils prennent la même place dans votre porte-monnaie. C'est-à-dire que le billet de 5 euros, il est un peu plus petit que le billet de 500, mais globalement, ça prend la même place. Ça ne change pas grand-chose. C'est le même poids, à peu près, c'est la même taille. Bon, le billet de 5 euros est un peu plus petit, mais voilà, ça prend le même espace. Pourtant, il y en a un qui vaut 100 fois l'autre. C'est-à-dire que c'est soit j'ai un billet de 500, soit j'ai 100 billets de 5 euros. Mais les deux sont équivalents de la même chose. Eh bien, la nourriture, c'est la même chose. Je peux avoir deux aliments qui font la même taille, qui prennent le même espace dans l'assiette, qui me calent au même degré, mais il y en a un qui va m'apporter peut-être 50 calories pour la portion, et l'autre va peut-être m'apporter 500 calories pour la portion. Et quand je comprends ça, je comprends du coup que je n'ai pas besoin de diminuer les quantités pour être en déficit calorique. C'est une option qui est possible, hein. L'option qui est possible, c'est je garde les aliments caloriques que je mange et j'en mange moins. Par exemple, bah, j'adore manger à McDo et je vais du coup, au lieu de manger un burger, une frite, la sauce de la frite et la glace et le soda, bah, peut-être que je vais du coup diminuer les quantités. Donc, si on schématisait, ça serait bah, je mange un demi-burger, la demi-portion de frites, la demi-sauce, la moitié du soda et la moitié de la glace. Ou, vous comprenez bien, bah, je sais pas, j'enlève deux éléments par exemple sur cinq. Ça, c'est une première option. C'est une option que personnellement, je n'aime pas du tout. Parce que quand je mange les 5 à McDo, c'est rarement, ça peut arriver, ça nous est tous arrivé des fois de manger plus que nécessaire par plaisir. Mais la plupart du temps au quotidien, je me gaffe pas. C'est-à-dire la plupart du temps, je mange ces quantités-là parce que c'est ce que j'ai besoin pour être rassasié. C'est Donc ça. si je diminue les quantités, je vais commencer à avoir faim. Et je peux pas avoir faim pendant 10 ans. Je veux dire, je peux avoir faim une semaine, mais au bout d'une semaine, je vais craquer et ça va plus tenir. Donc, moi, plutôt que de diminuer les quantités, je préfère garder les mêmes quantités, voire même les augmenter, mais choisir des aliments moins caloriques. Si on Exactement. prend un schéma qui est facile à comprendre, hmm, l'exemple que je donne souvent, c'est facile à comprendre que le chocolat, c'est très calorique en soi. La salade, c'est pas calorique. Bah, je peux manger beaucoup de salade plutôt que le chocolat. Le problème de cet exemple-là, c'est que le chocolat et la salade, c'est pas la même catégorie. Donc forcément, c'est pas logique. Mais ça, au moins, c'est un exemple que tout le monde comprend. Ouais, Mais pour donner je un suis exemple d'accord. qui peut être simple à comprendre, c'est euh, par exemple les pâtes de konjac. Le konjac, c'est une algue qui contient quasiment zéro calorie, ce qui fait que quand vous faites un plat de pâtes de konjac, vous avez un plat de pâtes qui contient, je sais pas, 15 calories ou 30 calories sur tout le plat de pâtes. Alors Ouais. que la même quantité de pâtes, je sais pas, bah, les 300 grammes cuits de pâtes, qui équivaut à peu près à 100 grammes crus de pâtes, vont, eux, valoir 350 calories. Donc vous avez soit je mange 350 calories, soit pour la même chose, j'en mange, je sais pas combien ça fait 300 grammes de pâtes de konjac, mais sûrement Ouais, 30 moi, je calories, n'ai pas 40 calories, calculé, mais oui, je suis très d'accord très avec peu, toi. très très peu. Donc du Ouais, coup, j'ai le même type d'aliment, je mange autant, j'ai pas exactement le même goût, parce que le konjac, ça n'a pas exactement le même goût que la normal, pâte de... logique, Mais j'ai diminué mes calories sans diminuer mes quantités. c'est ça. Et pour compléter, j'aimerais revenir à cet exemple que tu as donné qui est hyper concret. Quand qu'on t'a donné en termes de calories. Un aliment, par exemple, si on prend l'autre exemple, par exemple, le pain blanc, tu prends, on a beaucoup de calories par rapport à la même tranche d'un autre pain, je dirais, par exemple, le pain de seigle, on dirait c'est le même volume, le même aspect, c'est 2 pains, mais le pain blanc, on a au-delà de calories, au-delà du nombre de calories, parce que tu as déjà donné l'exemple, on va parler de l'intérêt pour notre corps, de nourrir notre corps. Le pain blanc, il est riche en calories vides. Ça n'apporte pas grand-chose à notre corps, à part des calories inutiles. Et le pain de seigle, on a des vraies calories
qui nourrissent notre corps. Donc, ça envoie des messages comme quoi on a mangé la vraie nourriture. C'est-à-dire, on mange cette tranche de pain, de seigle, ça nous donne un vrai aliment pour notre corps et en plus, ça nous remplit plus et en plus, physiologiquement parlant, ben, on a les nutriments dont on a besoin pour justement se dire: «OK, j'ai plus besoin de manger». Alors l'autre, on a déjà plus de calories par rapport au même volume, on mange et on a envie de remanger parce qu'on n'est pas calé et en plus, on risque de si on mange ça tout le temps, on risque d'avoir des carences parce que notre corps, il n'est pas nourri. Donc c'est 2 avantages sur, au-delà de grossir, perdre, il y a aussi le côté santé qui est à prendre en compte et ça, c'est important. Alors, juste pour mettre une, moi, je mettrais juste une nuance là-dessus sur que c'est pas forcément relié à la satiété. C'est-à-dire que, par exemple, sur le pain, par exemple, tous les pains ont à peu près les mêmes nombres de calories. Donc, que ça soit du pain blanc ou du pain complet, par exemple, sur cet exemple-là, on va avoir le même nombre de calories. Au niveau de satiété, ça va peut-être pas beaucoup jouer. Alors, en théorie, ça devrait, parce que le pain complet, il a plus de fibres. Donc, il devrait être un peu plus rassasiant. C'est ça, En réalité, dans les faits, en tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence. C'est-à-dire que si demain, on mange que du pain blanc au lieu du pain complet, il n'y aura pas une grosse différence sur la satiété et donc, du coup, la quantité qu'on mange, je trouve. Je trouve que c'est assez négligeable entre pain blanc, pain complet, riz blanc, riz complet, pâte blanche, pâte complet. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si j'ai des aliments qui apportent moins de fibres, moins de vitamines, ouais, moins de vitamines, moins de micronutriments, bah, il y a l'impact santé que tu as dit, qui a un autre élément à avoir aussi. C'est comment est-ce que je fais aussi pour être en bonne santé et apporter tout ce que j'ai besoin à mon corps? Et on sait que, par exemple, l'exemple des fibres est très bon pour ça. On sait que l'apport en fibres est hyper important pour la santé. C'est un super élément prédictible d'une bonne santé, notamment pour la réduction de certains cancers, notamment aussi pour une bonne digestion. Donc, c'est un élément qui est important en compte. Et effectivement, ça permet de choisir aussi dans le choix. C'est-à-dire que si ma priorité, c'est d'apporter moins de calories, bah, la base, c'est le nombre de calories par portion. direct, ouais, Euh, simple. mais ensuite, si entre deux aliments, il y en a un qui apporte plus de fibres, plus de vitamines, etc., si la santé est importante pour moi, j'ai tout intérêt à valoriser ces aliments-là, quoi. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Non, franchement, c'est très intéressant. Avant de basculer vers un autre domaine de vie parce que ou un autre aspect qui est important pour pouvoir ramener tout ça à bien, je trouve, tu me diras si tu es d'accord avec moi, pour pouvoir être lucide vis-à-vis du choix des exercices, vis-à-vis du choix de l'alimentation, vis-à-vis de l'application de ce qu'on a besoin et ce qu'on a envie et tout ça. C'est important qu'on parle, un peu estime de soi, confiance en soi et pouvoir dire non, pouvoir dire oui. Il y a il y a tout ça à prendre en compte parce que, on valorise toujours ce qu'ils ont les autres, sans prendre en compte ce qu'on a nous et j'ai envie de qu'on aborde ce sujet-là avant de conclure parce que pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel de déjà de différencier entre estime de soi, confiance en soi. Je pense, je vais parler plutôt estime de soi avant de parler confiance en soi. Après, tu me diras comment tu travailles toi sur la confiance en soi. Le fait de s'estimer avec notre juste valeur, c'est que tout simplement, on a une bonne estime de nous, c'est-à-dire on se valorise à notre juste valeur, c'est-à-dire on mérite nous aussi d'avoir ça. C'est vraiment comment on se juge nous à nous-mêmes sans prendre en compte bah, j'en sais rien, ce qu'on a comme voiture, ce qu'on a comme vêtements, ce qu'on a juste la valeur qu'on accorde à nous-mêmes et l'importance qu'on accorde à nous-mêmes, ça, c'est important et après, si tu es d'accord, on donnera aussi des exercices pour augmenter tout ça. Je pense, tous les 2 on travaille là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux me dire, du coup, sur la confiance en soi par rapport justement à l'estime de soi? Euh, Bah, honnêtement, je ne fais pas trop la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi quand je travaille avec mes clientes. Donc, je sais pas si tu as une définition différente, toi, pour les deux. Comment est-ce que tu fais la différence entre les deux? Parce que je pense que moi, je relie, on va voir ce que tu vas me dire, mais je pense que moi, je relie les deux un peu dans les mêmes problématiques. Et c'est juste moi qui suis sûrement pas très précis entre les deux termes et qui règle un peu les deux avec
un peu de la même façon, mais Oui, je mets pas de bah, différence je suis entre le d'accord style de avec sport et toi. En fait, bah, mon coaching à moi, mon accompagnement, je l'ai appelé «Explose ta confiance», donc je suis à fond là-dedans. Donc c les détails, bah, je les connais un peu par cœur, mais dans l'accompagnement, je t'avoue que je travaille mutuellement d'une manière, simultanée sur les 2. Pour moi, la confiance en soi, c'est le fait de pouvoir accomplir une tâche et se sentir capable de faire quelque chose. Estime de soi, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Confiance en soi, c'est cette confiance à l'intérieur de nous vis-à- vis d'une tâche extérieure. Un OK. exemple pour, je m'en souviens de dernier séminaire qu'on a fait, je pense à Paris, je pense que tu étais là. Il y avait le coach, Esbiri qui a fait un exercice de confiance en soi. Il a placé une gourde sur la tête d'un de nos collègues et il lui a demandé de tout simplement de prendre un couteau et viser la gourde au-dessus de la tête. La personne n'a pas été capable de faire ça tout simplement parce qu'il n'est pas entraîné à le faire, il n'a jamais fait. Donc la confiance en lui, il n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il a une mauvaise estime de lui, tout simplement. Il n'est pas confiant. Comme moi, tu me demandes de raconter des blagues sur un estrade, bah, je vais te dire: «Non, je ne suis pas confiant». Parce que cette tâche-là, je ne suis pas capable, je ne me suis pas entraîné. Et du coup, ce que je trouve chez mes coachés, c'est quand tu leur dis: «Fais-moi une pompe», ils me disent: «J'ai jamais fait de pompe, je ne sais pas faire». Mais si tu dis: «Est-ce que tu sais élever un enfant?» vu que tu es une maman, et il a confiance en elle. Vis-à-vis de la tâche, la confiance change. Et c'est vrai justement là où il y a tout qui est différent. Si on arrive à garder l'estime de nous, on peut garder la confiance en nous et savoir, notre juste valeur, où on peut y aller, parce que c'est important qu'on n'est pas capable, ne pas y aller non plus. Sinon on ne sait pas nager, on plonge dedans et on va on va mourir, c'est sûr. Donc l'idée c'est, avoir la différence entre les 2 et pour éviter justement de la comparaison, entre, bah, telle personne, il a ça et moi j'ai pas. Bah, en même temps, toi, tu as ça et telle personne n'a pas ça. Et ça, je sais pas si je réponds à ta question. Ouais, 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 je crois que je vois la subtilité que tu mets entre les 2 sur la confiance en soi, c'est ma confiance dans la capacité de faire quelque chose, alors que l'estime de moi, c'est la valeur que j'ai de moi-même et la perception que j'ai de moi-même. Et donc, du coup, la confiance, elle peut aider à construire sur l'estime. C'est-à-dire, plus je suis confiant à faire plein de choses, bah, ça me valorise aussi. Mais en même temps, je peux totalement me valoriser sans avoir confiance dans ma capacité à faire quelque chose. Donc, je Exactement. vois comment on peut dissocier ok, les deux. Donc, ouais, c'est vrai que moi, souvent, je mélangeais un peu les deux. Je mélangeais un peu les deux, souvent tout le temps sur le terme de confiance parce que c'est souvent plus simple, mais en réalité, on peut les dissocier. Et donc, du coup, ouais, la question, c'était quoi? C'était le lien entre... La Du... question, pour toi, si une maman vient ou une femme vient, parce qu'il veut perdre son ventre. Et effectivement, c'est pas que le ventre qui la gêne, c'est certainement il y a aussi, une confiance en elle qui n'arrive pas à s'habiller comme il veut. Donc, comment tu la mets en confiance? Quel exercice tu lui proposerais ou quelle tâche tu lui demanderais pour qu'il se sente, valorisé? Je pense on va parler un peu dépolarisation certainement. Comment tu orientes un peu, ton coaching pour, justement que cette personne-là, ben, se valorise à ce jeu de valeur, prend un peu plus confiance en elle. Ok, je comprends. Euh, donc là, dans cet exemple, tu veux qu'on prenne sur cet exemple spécifique ou de manière générale, du Non, coup? d'une manière générale. Là, juste parce Ouais. que je sais un peu sur quoi tu travailles. À chaque fois, je te demande des exemples sur ton cas, mais si tu as d'autres cas plus, qui te parlent, vas-y, balance. Ok. Euh, ok, parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant, ta question, elle est hyper intéressante parce qu'il y a plein. En fait, c'est un peu la question générale de quel est l'impact de l'estime de soi, la confiance en soi, avec le lien avec l'alimentation, la perte de graisse et l'impact dans notre vie. Et en fait, il y a plein d'impacts qui sont possibles dans différents sens, dans le sens où quand je me sens pas bien dans ma peau et que je me sens pas à l'aise, bah, j'ai tendance à me réconforter avec la nourriture, donc ça peut être un impact, ce qui n'est pas là le sujet là, de la discussion maintenant, mais ça peut être un lien, qui est le lien inverse de je me sens pas capable de perdre du poids et donc du coup
je me sens pas capable de faire ce que j'aimerais dans la vie, que ce soit dans le cas du boulot, du couple, etc. Donc, il y a plein de liens à plusieurs endroits et C'est sûr, c'est c'est super tous les intéressant. domaines de vie sont impactés en fait. Ouais. Ouais. Et c'est intéressant d'en prendre compte, d'en prendre conscience. On en avait parlé dans le premier podcast déjà, mais de prendre conscience du lien entre les émotions et notre perte de graisse et notre cheminement. Parce que si on occulte cette partie-là, on peut avoir en fait une non-progression et ne pas comprendre pourquoi. Et c'est juste qu'on a mis de côté une partie qui a un impact crucial sur le reste. Donc c'est important d'avoir conscience de ça. Euh, Exactement. Oui, du on a coup, tu réfléchis à un exemple qui te revient. Moi, j'ai un exemple sur moi-même, par exemple. Au début, je, j'étais j'étais toujours dans la comparaison, dans le sens où euh, moi, je sais pas si tu t'ai déjà raconté, je passe par une phase de un peu SDF, j'avais pas de logement fixe. Je suis passé par une phase où je suis arrivé en Espagne sans parler la langue et je me sentais vraiment inférieur parce que je n'étais pas capable de. Et du coup, le fait de confondre tout ça, et quand je suis arrivé en France, sans parler bien français, et du coup, pareil, je me sentais pas du tout à ma place, pas intégré. Et du coup, ne pas le fait que je n'étais pas à l'époque, du coup, formé de cette manière-là, bah, heureusement, j'ai évolué. Du coup, je perdais confiance en moi et je me valorisais moi parce que je liais la perte de confiance à que je ne sais pas parler français ou à que je ne savais pas parler espagnol ou à que bah, tout simplement je ne savais pas accomplir certaines tâches sans me rendre compte que à l'intérieur de moi, j'étais capable de voyager tout seul, j'étais capable de faire ça. Et du coup, le fait de ramener cette réflexion, euh, l'orienter, parce que tout ce qu'on raconte, c'est vrai, selon ta perception. Si tu regardes que ce côté-là et tu ne veux pas regarder ce qu'il y a derrière, bah, tu vas continuer à dire oui, ça c'est vrai, mais ça c'est pas vrai. Mais peut-être il y a aussi ça, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Et du coup, ce qui revient souvent chez mes coachés, c'est qu'ils me disent, j'ai pas perdu confiance en moi, j'ai pas confiance en moi parce que je suis en surpoids. Je dis, bah, tout simplement, parce que tu sais pas faire. Si tu es venu jusqu'ici, c'est que tu t'es rendu compte que tu sais pas faire. On va faire en sorte que tu le saches. Parce que c'est quelqu'un qui a pas du tout, qui a zéro estime de lui et qui n'est pas confiant, et déjà, il ne serait même pas pris la conscience d'aller chercher de l'aide, de se rendre compte, d'aller bouger, toquer la porte d'une salle ou d'un coach, d'un expert pour l'aider. Et du coup, il y a vraiment la différence entre ces éléments-là. Et l'exercice que je propose, tout simplement, c'est se dire, euh, en quoi toi tu es capable, en quoi toi tu es confiant. Un informaticien qui est logiquement en surpoids parce qu'il est sédentaire et reste devant l'ordi toute la journée, il n'aime pas le sport, il va te hacker un pays entier, il sait faire un truc de malade que moi je ne serais pas capable de faire. Mais si tu le ramènes à la salle, c'est normal que je sois plus confiant. Parce que c'est mon élément. Si tu me ramènes à l'assiette, c'est normal que je sois plus confiant parce que le bien-être, c'est ma valeur ajoutée, mais tu me poses devant un ordi, à part l'allumer et lancer une visio et discuter avec Alexandre, je ne pourrais pas faire grand-chose. Et du coup, moi, l'exercice que j'aime proposer, c'est déjà, quand je connais la personne, bah, lui poser des questions. Est-ce que tu es confiant vis-à-vis de ça? Et qu'il se rend compte, en fait, à quel point il peut être confiant elle aussi, sauf que là, c'est normal, il ne sait pas faire, et c'est pour ça que je suis là avec cette personne en tant que coach. Soit je ne le connais pas, bah, je prends le temps d'écouter pour apprendre à connaître cette personne, ou tout simplement donner des questions. En quoi tu es capable, en quoi tu es confiant. Souvent, on dit non, pas du tout, je suis pas confiant. Mais non, c'est pas possible. On est tous capables quelque part, on est tous confiants quelque part, et c'est quelque chose à prendre en compte dans tous les domaines de vie, parce que tu l'as dit tout à l'heure, que quand tes amis sont plus importants que toi et te proposent d'aller boire un verre,
bah, c'est plus important, les amis, parce que tu es dedans et c'est ça qui te donne, ta confiance en toi. Tu vas pas dire non parce que toi, tu valorises pas assez ta silhouette par rapport à ce qui va t'apporter le groupe de tes amis et du coup, finalement, bah, la confiance en soi va impacter comment tu vas manger parce que tu vas dire: «Oh, mes amis, je vous aime, mais moi aussi je m'aime» et du coup, l'estime de soi est importante parce que tu vas rééquilibrer les 2. Pas forcément dire non au petit verre, pas forcément, dire tout le temps oui, ou tout simplement se dire: «OK, ça vous dit d'aller, manger ce repas-là parce que c'est plus important pour moi» ou tout simplement: «Il y a ça, ça, ça». De prendre des décisions en fonction de ce qu'on veut. Je Ouais, me suis d'être je me suis laissé un peu aller, je sais pas plus si non, c'est très clair, c'est très, très clair et du coup, je comprends beaucoup mieux parce que là, tu as donné l'exemple et tout, je comprends beaucoup mieux à quel endroit tu voulais en venir parce que du coup, comme on l'a dit, c'est très large et on pourrait faire, 10 podcasts que sur ça parce qu'il y a il y bien a sûr. plein de situations différentes et du coup, je pense pour résumer ce que tu as dit là et pour aller aussi un peu plus loin sur, 1 ou 2 autres trucs que je ferai après, mais je ferai la même chose que toi, sur le point de départ, c'est effectivement le manque d'estime, il vient d'une personne qui a la perception, a l'impression que, qu'elle fait moins bien que les autres sur certains sujets. Et du coup, si à chaque fois que je regarde un truc, je me dis, ah là-dessus, je suis moins bien, ah là, je suis moins bien, là, je suis moins bien en me comparant aux autres, bah, au bout d'un moment, ça diminue mon estime de moi et je me dis, ah, je suis bon à rien. Parce que je fais que regarder les endroits où je me compare et qu'il y a moins bon. Et du coup, effectivement, le premier exercice que je ferais, qui est exactement ce que tu as dit, c'est à quel endroit est-ce que tu es bon par rapport à cette personne-là que tu compares? Ou est-ce que tu es mieux que cette personne-là? Sur quoi est-ce que tu fais mieux? Sur quoi est-ce que tu es plus forte? À quel endroit est-ce que tu as de la confiance dans ce que tu fais, comme tu l'as dit, pour aller voir tous les endroits où cette personne, elle a de la confiance, elle a de la compétence, elle fait, elle est forte. Et pour déjà rééquilibrer un peu entre, oui, il y a des endroits où tu es peut-être moins bien quand tu te compares à telle personne, mais il y a tous ces autres endroits où tu es aussi bien ou mieux qu'elle. Et donc, du coup, ça rééquilibre ça. Et ensuite, même quand on fait ça, souvent, il y a des personnes qui vont nous dire, oui, c'est vrai, tu as raison, en fait, je suis aussi fort que telle personne, juste dans d'autres domaines, mais c'est quand même nul que je sois nul dans ce domaine-là. Et du coup, à ce moment-là, je bascule après, une fois que j'ai fait ça, sur en quoi ça aurait été un inconvénient jusqu'à maintenant si tu avais été forte dans ce truc-là. Si tu l'avais mis en priorité, en quoi ça qu'est-ce que ça t'aurait coûté d'avoir été forte sur ça jusqu'à maintenant? En quoi ça a été une bonne chose que tu ne le sois pas? Et, et du coup, quand on arrive à aller au bout de cet exercice, bah, la personne se rend compte que oui, elle se compare à quelqu'un qui est meilleur qu'elle dans un domaine, mais elle se rend compte qu'elle, elle est meilleure que l'autre dans d'autres domaines. Donc finalement, elle est ni meilleure ni moins bien que l'autre, c'est équilibré. Et Voilà, surtout que il enlève son piédestal, ouais. l'enlève de son piédestal, elle revoit un équilibre, et puis ensuite, de se rendre compte que le fait de ne pas avoir développé cette compétence jusqu'à maintenant, c'était une opportunité pour elle, et que ça lui a permis de développer plein d'autres choses jusqu'à maintenant, et que ça aurait été un frein dans tout ce qu'elle a développé si elle avait développé ça. Ouais. Jusque-là. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est parfait, et qu'à partir de maintenant, elle peut faire un choix de se dire, OK, est-ce que maintenant, ça vaut le coup pour moi d'aller développer ça, et d'en mettre une priorité, et est-ce que je suis prêt à payer le prix à payer d'aller prendre du temps pour ça? Excellent, excellent. Ça me donne j'ai envie justement de partager juste par rapport à ce que tu viens de dire, justement, en quoi c'est un inconvénient si j'avais tout ce que je voulais et en quoi c'est un avantage de ne pas l'avoir eu et ça me fait penser à moi quand j'étais petit. En fait, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai introspecté pendant des mois, voire des années. Moi, quand j'étais petit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais asthmatique. J'arrivais pas un moindre, effort, en fait, je jouais pas comme je voulais avec mes amis. J'avais, pendant vraiment des années, jusqu'à mes 12 14 ans, c'était ma santé, c'était de la «merde» entre guillemets. Heu et maintenant, je suis en gratitude vis-à-vis de cette période-là où j'avais une santé de merde parce que c'est grâce à ça, en ce moment, ma priorité, ma mission de vie, c'est aider les gens à améliorer leur santé et se sentir bien physiquement et mentalement. Tout ce vide-là pendant des années, depuis tout bébé jusqu'à toutes les galères que j'ai passées à l'hôpital pour justement me soigner, ça m'a donné cette niaque-là pour déjà valoriser la santé, me former.
aller aider les autres à le faire et m'épanouir et gagner ma vie dans quelque chose que j'adore. Et on peut voir, je ne sais pas si c'est assez concret ce que je viens d'expliquer, mais on peut voir à quel point on peut aller en profondeur dans chaque élément. Et du coup, en fait, la vie est belle, en fait. La vie est parfaite Ouais. quand on veut voir la perfection. Du coup, pour donner une autre façon d'expliquer ce que tu viens de nous dire, pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que c'est hyper concret, c'est pendant ton enfance, tu as eu des problèmes de santé qui ont été, en tout cas, perçus pour toi importants et graves pour toi. Et donc, du coup, ça t'a poussé à comprendre comment fonctionne la santé, comment on peut l'améliorer, jusqu'à en faire ton métier aujourd'hui et d'aider les gens à améliorer leur santé. Et en fait, c'est de comprendre ça, c'est comprendre que tu n'aurais sûrement jamais eu cette vocation parce que tu n'aurais jamais autant creusé le sujet si ta santé allait bien. De la même manière que tout le monde peut imaginer si vous avez jamais eu de problème avec votre voiture, bah, jamais vous allez vous poser la question de comment marche tel truc, comment marche tel truc. Alors qu'à l'inverse, si vous avez un problème avec votre voiture, vous l'emmenez chez un garagiste, ça règle pas. Vous allez voir un autre garagiste, ça règle pas. Au bout de 3 ou 4 fois, vous allez poser des questions, vous allez chercher sur Internet et vous allez devenir un minimum expert de ce problème-là. Et si c'est un problème qui vous arrive régulièrement pendant longtemps et qui est important pour vous, bah, vous allez chercher vous-même une solution si vous ne la trouvez pas à l'extérieur. Et quand vous allez trouver une solution, vous allez souvent pouvoir en faire votre métier ou votre passion en tout cas. Et, et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est de se rendre compte que oui, j'ai peut-être pas, parce que toi, tu pourrais te dire, du coup, dans l'exemple qu'on a avant, c'est tu pourrais arriver en disant, ah bah moi, j'ai pas été en bonne santé, j'ai pas des... Enfin, du coup, c'est nul, mauvaise estime de moi. Mais en fait, c'est parce que tu as été en mauvaise santé qui fait qu'aujourd'hui, tu es sûrement en meilleure santé que 99% de la population et que tu continues de chercher des options pour être en meilleure santé encore. Et que du coup, tu peux aider plein de gens à être en meilleure santé, qui ces gens-là n'auraient pas de solution aujourd'hui parce que eux, ça vient d'arriver et ils viennent d'être dedans et toi, tu as déjà traversé ça. Donc, Mhm. ça permet de rendre compte que tout est équilibré, tout est juste et, et que c'est cool. C'est cool, exactement, c'est cool. C'est vraiment top et c'est à partir de là, on peut, comment on dit toujours, j'aime toujours dire, aux personnes qui voudraient se lancer pour justement se prendre en main, c'est on peut arriver à croquer la vie à pleines dents, on peut profiter de la vie, on peut, switcher parce que le changement et il n'est pas que physique, c'est vraiment mental aussi parce que les perceptions changent, on voit les choses différemment parce qu'on comprend différemment. Et tout ce qu'on dit là, en fait, c'est basé sur la science, c'est de concret. C'est pas parce qu'on a deviné, c'est parce que c'est vraiment, c'est un process et j'en suis sûr. Tout le monde peut arriver à perdre de la graisse. Tout le monde a le droit d'ailleurs. J'estime que tout le monde a le droit de perdre de la graisse et sans faire des concessions énormes en mode faire un changement radical. Tout le monde peut prendre confiance en lui et s'estimer à sa juste valeur. Et il faut juste suivre les bons process. Parfois, la vie va te mettre des claques jusqu'à que tu comprennes par toi-même que tu es au bon endroit au meilleur moment. Et soit, en fait, l'idée, c'est être proactive et aller chercher là où en quoi c'est vraiment bénéfique pour moi. Le pourquoi, en fait. Le pourquoi tout ça est comme ça jusqu'à maintenant et c'est comme ça on peut se transformer vraiment. Et parce que on entend beaucoup sur les réseaux sociaux des transformations de coaching dans tous les sens. En fait, je veux juste dire que c'est réel en fait et que vu que j'en suis sûr, Alexandre il l'a vécu à sa manière, moi je l'ai vécu à ma manière et tout le monde le vit différemment. On n'est pas tous pareils, mais la science est pareil, en fait, c'est tout le monde peut appliquer le process à sa manière. Je ne sais pas si tu as une conclusion pour finir ce podcast, Alexandre? Ouais, je pense que je vais dire un mot de la fin en lien avec ce que tu as dit, parce que je pense que c'est important de garder de l'espoir. Je sais que, je pense que tes clients, ça doit être pareil. Moi, beaucoup de mes clientes, elles viennent me voir un peu désespérées. Elles ont essayé plein de choses, ça n'a pas marché, et elles sont un peu dans ce mood où rien peut m'aider, rien peut fonctionner. Et en fait, gardez l'espoir. Il y a des vraies solutions qui existent. Il y a des options qui peuvent vous aider. Nous, on apporte des résultats à nos clients et nos clientes respectifs chaque semaine. Euh, il y a aucune personne. Moi, c'est simple, il n'y a aucune femme que je peux pas aider à maigrir aujourd'hui. Donc, si tu n'arrives pas et que tu es bloqué, bah, envoie-moi un message, je pourrais t'aider, il n'y a pas de problème. On peut t'aider sur le plan physique, on peut t'aider sur le plan mental. Et ça peut aussi avoir beaucoup de valeur parce que Ouais. quand on n'est pas bien dans sa vie, c'est pas agréable de la vivre. Alors que
en regardant les choses sous un autre angle, ça peut vraiment te libérer et ça peut être très rapide. Il suffit des fois d'une session sur le coaching émotionnel pour voir les choses sous un angle différent et retrouver de la légèreté. Moi, j'aime bien dire retrouver de l'espace, un peu de plus se sentir étriqué dans sa vie, mais waouh, je retrouve de Se l'espace, libérer. libéré. Donc voilà, vraiment, c'est possible. Et garde en tête que c'est possible que ça soit quelque chose que tu cherches tout seul de ton côté, que tu travailles avec nous ou que tu travailles pas avec nous. Garde en tête que c'est possible et qu'il faut continuer de C'est ça. chercher parce que voilà, tu mérites une vie que tu apprécies à 100% et tu le mérites et c'est faisable. Super, parfait. Comme je conclue toujours, je dis à tout le monde, à mes coachés ou pas, à toi de jouer, fonce parce que, tu peux le faire. Super. Merci Alexandre pour cet épisode. Ça m'a fait encore plaisir de partager cet échange avec toi. Et j'étais déjà en train de réfléchir à pourquoi pas une prochaine, encore pour aller plus loin dans d'autres sujets, parce qu'il y a tellement de valeurs à livrer et je pense il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire sur le commentaire ou par message vers moi ou vers Alexandre des messages, des retours, de partager vos ressentis ou vos besoins, sur quoi vous voulez qu'on travaille, sur quoi vous voulez qu'on vous aide s'il faut, ou tout simplement bah, nous donner bah, ce que vous en pensez de cet échange. Ouais, Super, merci beaucoup pour l'invitation, vraiment, et à la prochaine avec grand plaisir. le plaisir est partagé. Merci beaucoup.